en occidental éclairé, Lapid, aujourd'hui Premier ministre intérimaire, continue dans sa lancée de supporter de la lutte de l'Occident pour la liberté et pour le salut de l'Ukraine. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Cyril Aslanov. Cyril, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes linguiste à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste, on va dire, des pays de l'ex-Union soviétique et donc, bien entendu, du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit qui a vécu, il faut bien avouer, ces derniers jours, un rebondissement assez inattendu, une contre-offensive des Ukrainiens qui décime, on va dire, est-ce que le terme est exact, on va dire l'armée russe qui se voit obligée de battre en retraite. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain? Comment on explique ce retournement de situation? On ne sait pas très bien si c'est un coup de chance dont les Ukrainiens ont tiré profit avec un talent d'improvisation, ou bien si c'est quelque chose de préparé stratégiquement depuis longtemps. Autrement dit, on hésite à attribuer cela à un coup de chance tactique ou à un coup de poker stratégique. On ne peut pas encore le dire, mais en tout cas, le fait est que de 2000 à 3000 km² en 2 jours sont retombés entre les mains ukrainiennes, au terme de ce que les Ukrainiens appellent une déoccupation, le contraire d'une occupation, oui. La libération de territoires occupés. Cela correspond à 50 km d'avancée à l'intérieur des lignes russes. Les Russes, par peur d'être encerclés, détalent véritablement comme des lapins. C'est-à-dire que, en fait, leur retraite n'est pas seulement une retraite devant l'avancée des troupes ukrainiennes, mais aussi la peur panique de se retrouver encerclés dans ce qu'on appelle un Kessel, comme à Stalingrad. C'est-à-dire que les Russes risqueraient de subir en miniature le sort des troupes de von Paulus à Stalingrad. Et pour éviter cela, une chose bien connue dans l'histoire stratégique et tactique de l'Union soviétique, les soldats russes détalent véritablement comme des lapins. Il ne faut évidemment pas crier victoire trop vite, parce que devant cette humiliation, les Russes réagissent de façon extrêmement violente par des tirs de missiles. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de la dernière frappe cette nuit qui a privé de courant un très grand nombre d'agglomérations à l'est de l'Ukraine, à peu près dans la région de Kharkiv, autour de laquelle se dessine cette percée de la contre-offensive ukrainienne, libérant environ 2000 km² de territoire et 50 km d'avancée à l'intérieur des lignes russes. Donc, en fait, les Russes conservent la capacité de couper le courant de toutes ces régions. Effectivement, on le voit, c'est l'un des titres de l'actualité de ce matin. Effectivement, donc dans la région en particulier, des attaques dans la région d'Izium, je ne sais pas, dans l'est en particulier de l'Ukraine. Comment les Russes conservent cette capacité à couper le courant, on va dire, d'aussi vastes régions? Il ne s'agit pas d'appuyer sur un interrupteur. Les Russes ont lancé des missiles sur une centrale thermique. Ah, c'est ça. C'est un moyen assez brutal de couper le courant. Il ne s'agit pas de, disons, l'EDF débarque pour vous couper le courant parce que vous avez oublié de payer la facture. Non, non. Il s'agit véritablement de frappes à haut niveau d'un appareil militaire complètement paniqué, humilié, qui réagit en forçant la dose, en envoyant des missiles de façon aveugle, tuant souvent d'ailleurs des populations civiles, des enfants, des femmes, des vieillards, outre les combattants eux-mêmes. Alors, la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment expliquer cette contre-offensive de la part des forces ukrainiennes? Est-ce que elle bénéficie, à votre avis, d'un soutien non seulement logistique, mais bien entendu de militaires, c'est-à-dire d'armes acheminées sur le terrain, et on va dire même de conseils stratégiques de la part d'experts, peut-être que d'experts américains ou d'experts occidentaux. Est-ce qu'il y a un soutien de la sorte de la part dirigé vers les Ukrainiens, les forces ukrainiennes? Et déjà, l'atout
tactique évident est celui du HIMARS, c'est le High Mobility Rocket High Mobility Artillery Rocket System, qui est une rampe de lancement portée sur des camions, qui a une très très grande précision à l'aide d'outils informatiques. On appelle cela des frappes chirurgicales. Oui. Cela permet d'avoir des très très bons résultats avec des missiles qui sont souvent des missiles extrêmement violents, pouvant détruire véritablement une très très large espace dans une cible. Il est évident que ce sont des gadgets américains extrêmement sophistiqués, que ces gadgets sont acheminés à bord de Hercules, qui débarquent des camions, lesquels ont des rampes de missiles équipés de tous les atouts. Il faut comprendre que ces HIMARS sont comme des mixeurs Moulinex. On peut y adapter toutes sortes de missiles avec évidemment ce système de téléguidage très subtil qui permet de faire des frappes chirurgicales et de frapper justement les points les plus faibles de l'appareil militaire russe, les dépôts de munitions, la logistique. C'est quelque chose évidemment qui représente un atout stratégique. Contre cela, les Russes utilisent des missiles plutôt anciens, mais avec une très grande brutalité et sans aucun scrupule. Pour eux, l'un des buts est de semer la terreur dans les populations ukrainiennes. Il faut comprendre aussi que les troupes qui ont reconquis ces territoires dans la région de Kharkov, Izium, Kupiansk et Shevchensk, Tchkalovsk en russe, ce sont des troupes d'élite, des très très bons soldats, très aguerris, probablement entraînés, parce que évidemment l'armée ukrainienne d'aujourd'hui est très différente de l'armée ukrainienne qui combattait les sécessionnistes du Donbass après 2014. À cette époque-là, les pauvres recrues ukrainiennes ne faisaient pas long feu devant des mercenaires à la solde des Russes, les tueurs professionnels, ceux qui ont, par exemple, fait tomber l'avion de Malayan Airlines le 18 juillet 2014. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit de troupes d'élite entraînées en Occident, avec un matériel très sophistiqué, acheminé par les Américains surtout, mais aussi par leurs alliés ouest-européens. On a vraiment affaire à une armée qui non seulement est bien entraînée, mais en plus qui a un très très bon moral, parce que elle est dans la situation du David acculé au mur par le Goliath russe. Dans ces conditions, il y a dans l'histoire des campagnes militaires un sursaut d'énergie qui fait que, même inférieure en nombre, une armée acculée à la mort résiste avec une énergie bien plus grande que celle des recrues russes envoyées au casse-pipe sans véritable briefing. La seule chose, le seul atout dont disposent les Russes, c'est encore l'atout de la peur, l'intimidation, la manipulation, l'envoi de troupes tchétchènes pro-russes, ce qu'on appelle les Kadyrovtsi, les sbires de Kadyrov, le président collabo de la Tchétchénie récupéré par les Russes. Et alors justement, l'une des réactions de la Russie à cette reconquête ukrainienne a été de menacer d'envoyer des Tchétchènes Kadyrovtsi, ces tueurs sadiques qui ont fait des horribles boucheries dans la région de Kiev, vous vous rappelez, en avril. L'une des armes psychologiques du monstre russe est de dire « je vais envoyer les Kadyrovtsi ». En fait, il semblerait, après vérification, que cette menace très récente qui visait à répliquer à la reconquête ukrainienne est, pour le coup, un bluff. Il ne semble pas qu'il y ait des Tchétchènes à l'horizon dans le système de la contre-offensive russe. Ok. Alors, je voudrais maintenant que l'on revienne, Cyril, sur un développement qui nous touche plus
de plus près avec à Israël, puisque il y a le Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, qui est aujourd'hui député Likoud, eh bien, était à Kiev. Je ne sais pas s'il est peut-être encore à Kiev, mais de Kiev, il a fait des déclarations très fermes demandant à Israël de s'investir de manière plus solide en faveur des Ukrainiens, par exemple en apportant, éventuellement en envoyant des batteries de missiles d'hommes de fer dont on connaît l'efficacité. Vous pensez que, vu les derniers développements, les Israéliens peuvent être tentés, Yair Lapid, le gouvernement actuel, peut être tentés de venir en aide de manière plus massive aux Ukrainiens, ou alors ils vont conserver, on va dire, cette position, on va dire, de neutralité semi-active, on va dire? Écoutez, Lapid a quand même mis fin à cette position de neutralité semi-active, comme vous dites, en prenant position. Il l'avait fait déjà en qualité de ministre des Affaires étrangères du gouvernement Bennett. Oui. Aujourd'hui, avec son statut de Premier ministre intérimaire, il continue dans cette ligne de sympathie pour la lutte ukrainienne pour la liberté, qui est la lutte de l'Ouest, en fait, contre les blocs dictatoriaux, Russie, Chine et tous leurs sbires, l'Iran aussi, l'Iran qui fait partie de ce bloc des dictateurs rétrogrades eurasiens. Okay. Donc, en occidental éclairé, Lapid, aujourd'hui Premier ministre intérimaire, continue dans sa lancée de supporter de la lutte de l'Occident pour la liberté et pour le salut de l'Ukraine. Maintenant, et quand on est Premier ministre, il y a toujours évidemment des responsabilités à assumer et des risques de conséquences de rétorsion de la part des Russes. Nous avons vu récemment que la Russie a fermé la Sokhnout, l'agence juive à Moscou, qu'elle a menacé de mettre fin à la possibilité pour les juifs russes ou les ayants droit à la Aliyah de faire leur Aliyah. Il y a toujours des mesures de rétorsion, étant donné que pendant des années, avec le régime sans visa, la Russie et Israël vivaient dans une sorte de symbiose. Donc, la Russie a les moyens techniques de frapper où ça fait mal. L'immigration et toutes sortes d'intérêts réciproques que les gouvernements précédents, notamment Netanyahou, qui avait une politique plutôt pro-russe, ont mis en place. Aujourd'hui, on est dans l'après-Netanyahou et on voit un anti-netanyahiste patent, Lapid, prendre le contre-pied et affirmer la volonté d'Israël d'aider plutôt l'Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir Nir Barkat. Nir Barkat est un freelancer. C'est un oiseau libre, en fait, qui, bien qu'affilié au Likoud, a toujours volé de ses propres ailes. Vous vous rappelez qu'il était un maire exemplaire à Jérusalem, un maire qui, par exemple, n'a jamais voulu recevoir une agora à titre d'émolument, quelqu'un qui fait cavalier seul dans les rangs du Likoud, dont il fait partie, à mon avis, de façon apparente, pas profonde, et qui fait cavalier seul aussi dans cette initiative privée d'aller à Kiev, risquer sa vie, puisque je ne sais pas si vous savez, mais Kiev risque de recevoir des missiles russes. Cet homme a fait preuve d'un très grand courage qui le met en fait au-dessus de la mêlée politique dont nous voyons actuellement les dérives presque grotesques dans la campagne électorale hystérique qui bat son plein actuellement. Eh bien, Barkat, avec une souveraineté, je dirais, superbe, une supériorité morale, prend le risque d'aller en Ukraine, prend le risque de faire des déclarations très fortes en faveur de l'Ukraine, afin de provoquer une sorte de courant, de vague. C'est un pavé dans la mare, en quelque sorte, et il n'est pas impossible que son courage politique soit un jour récompensé.
Comment, vous voulez dire sur le plan politique en Israël ou alors par... Non, sur le plan politique en Israël. Parce qu'une fois de plus, Barkat a démontré qu'il fait cavalier seul et qu'il est au-dessus de cette mêlée politique souvent nauséabonde. Mm-hmm. Eh bien, Cyril Aslanov, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin à la suite des derniers développements, donc de cette contre-offensive des forces ukrainiennes contre l'armée russe, qui, comme vous l'avez dit, bat en retraite de manière assez massive dans l'Est et dans la zone orientale et méridionale de l'Ukraine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Cyril. Méridional, pas tellement. Le front est beaucoup plus stable. Du côté de Kherson, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Il y a eu ces 2 jours une heureuse surprise dans le front nord-est, l'extrémité nord-est des 1300 km de front. Au sud, on ne peut pas crier victoire si vite. C'est pas encore fait. Eh bien, on va rester à l'écoute de ces derniers développements. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous expliquer ce qui est en train de se passer justement donc dans ces régions. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt, Cyril. Bonne journée. Au revoir.